Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et à quelle heure. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Avoir 27 ans m'a semblé être une sorte de point de contrôle auquel je n'étais pas préparé. Mes collègues du cabinet dentaire où je travaillais comme hygiéniste m'avaient organisé une petite fête dans la salle de pause, ce mois de mars 2024. J'étais célibataire depuis presque 2 ans à ce moment-là, sans vraiment chercher l'amour, mais sans y être opposé non plus. Ma vie à Raleigh, en Caroline du Nord, tournait autour du travail, de mes 2 chats et des rares week-ends passés chez ma mère, à quelques heures de route. Je vivais dans un appartement au rez-de-chaussée d'un complexe calme, près d'un centre commercial, le genre d'endroit où les voisins se saluaient poliment sans jamais vraiment échanger. Une autre hygiéniste devenue une amie proche au fil des années, m'a convaincu de télécharger une application de rencontre pendant notre pause déjeuner. Elle m'a regardé faire défiler les profils, riant des plus mauvais, pointant du doigt ceux qu'elle jugeait prometteurs. Cet après-midi-là, j'ai matché avec un homme nommé Trevor Ashby. A presque applaudi en voyant ses photos, il avait des yeux doux, un sourire sincère, et sa bio mentionnait qu'il adorait cuisiner et les chiens de refuge. Nous avons eu 4 rendez-vous en 3 semaines. Un café près d'une librairie, une promenade dans un parc du centre-ville, un dîner dans un restaurant italien qu'il avait choisi, et une soirée chez lui où il m'a cuisiné des pâtes. Nous avons parlé pendant des heures. Trevor travaillait comme administrateur de base de données, vivait seul dans une maison louée à 20 minutes de chez moi, et semblait sincèrement intéressé par tout ce que je disais. Il se souvenait que je préférais le café glacé même en hiver, que mon chat aîné s'appelait Benson, et que j'avais une relation compliquée avec mon père. Pourtant, quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise, sans que je puisse vraiment dire pourquoi. Il m'envoyait des messages en continu, parfois 4 ou 5 avant que je ne puisse répondre au premier. Il posait des questions détaillées sur mon emploi du temps, mes habitudes, l'endroit où je faisais mes courses. Après ce 4e rendez-vous, j'ai su que je devais mettre fin à cette relation avant qu'elle n'aille plus loin. Un dimanche après-midi, je lui ai envoyé un message pour le remercier du temps passé ensemble, mais en expliquant que je ne ressentais pas de connexion romantique. Sa réponse est arrivée presque instantanément, un seul mot. D'accord. Pas d'argument, pas d'insistance, rien. J'ai cru avoir bien géré la situation. J'ai cru qu'il avait compris. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 2 semaines plus tard. J'étais en train de déjeuner dans un petit restaurant où je allais presque tous les vendredis, près de mon bureau, quand j'ai aperçu Trevor assis à une table dans un coin. Il me fixait, sans manger, sans regarder son téléphone, simplement en m'observant. Quand nos regards se sont croisés, il m'a souri et m'a fait un petit signe de la main, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient par hasard. J'ai répondu maladroitement, pris ma commande et suis parti aussi vite que possible sans paraître pressé. Je me suis dit que ce n'était rien, que Raleigh n'était pas si grande, et que les gens se croisaient parfois. Mais 3 jours plus tard, alors que je faisais mes courses dans le supermarché où j'allais toujours le lundi soir, il était là, debout au bout d'un rayon, faisant semblant de regarder les boîtes de céréales. J'ai senti son regard me suivre alors que je me déplaçais dans le magasin. J'ai abandonné mon panier et suis rentré chez moi, le cœur battant. Cette nuit-là, j'ai vérifié chaque serrure de mes portes et fenêtres avant de pouvoir m'endormir. A été la première personne à qui j'en ai parlé, et elle a tout de suite pris la situation au sérieux. Elle m'a demandé si j'avais gardé ses messages, si je connaissais son adresse complète, si j'avais prévenu quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon téléphone, et c'est là que j'ai réalisé qu'il m'avait recontacté. Rien de menaçant, juste des messages anodins, « Comment vas-tu ? As-tu essayé ce nouveau café en centre-ville ? Benson va mieux après sa visite chez le vétérinaire ?» Le problème, c'est que je ne lui avais jamais dit que Benson était malade. J'avais posté une story à ce sujet sur mon compte Instagram privé, que je croyais réservé à mes amis proches. A fait défiler ma liste d'abonnés et l'a trouvé, un profil sans photo et avec un pseudonyme générique que j'avais dû accepter sans y prêter attention des mois plus tôt. Il avait tout vu. Chaque story, chaque photo, chaque localisation. M'a pris la main et m'a regardé droit dans les yeux en me disant que ce n'était pas normal, que c'était du harcèlement, et que je devais tout documenter à partir de maintenant. J'ai voulu croire qu'elle exagérait, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. J'ai bloqué Trevor partout ce soir-là, Instagram, l'application de rencontre, son numéro de téléphone, même son adresse email que j'avais retrouvé dans un ancien fil de discussion.
Pendant quelques jours, tout est resté calme, et j'ai commencé à respirer à nouveau. Puis les messages ont recommencé à arriver, depuis de nouveaux numéros, avec des indicatifs différents, toujours sur le même ton. Il me demandait pourquoi je l'ignorais, disait qu'il voulait juste parler, insistait sur le fait que nous avions quelque chose de spécial et que je le gâchais. Un message disait qu'il était passé devant mon appartement et avait remarqué que j'avais laissé la lumière du salon allumée toute la nuit. « Tu as du mal à dormir ?» Celui-là m'a retourné l'estomac. J'ai commencé à me garer à des endroits différents, à prendre des itinéraires détournés pour aller au travail, à vérifier constamment mon rétroviseur. Ma mère a compris que quelque chose n'allait pas quand je l'ai appelée ce week-end-là. Quand je lui ai enfin expliqué la situation, sa voix s'est durcie, emplie de peur. Elle voulait que je vienne chez elle, que j'appelle la police, que je fasse quelque chose. Mais je repensais à toutes ces histoires de femmes qui avaient signalé des harceleurs sans que rien ne se passe, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un samedi matin, je me suis rendu au commissariat avec des captures d'écran de tous les messages, de chaque apparition, de chaque preuve que j'avais collectée. L'officier qui a pris ma déposition était un homme d'une 50aine d'années, à l'expression lasse, comme s'il avait entendu des versions de cette histoire des centaines de fois. Il m'a expliqué que, tant que Trevor ne me menaçait pas explicitement ou ne me faisait pas de mal physiquement, il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire. Il m'a suggéré de varier mes habitudes, de rester vigilante, et peut-être d'envisager une ordonnance restrictive si les choses s'aggravaient. « Qu'est-ce qui compte comme une escalade ?» lui ai-je demandé. Il a simplement haussé les épaules et répondu que je le saurais quand je le verrais. En sortant de ce commissariat, je me suis senti plus seul que jamais. Le système qui était censé me protéger m'avait essentiellement dit d'attendre qu'il se passe quelque chose de terrible avant de pouvoir m'aider. Je me suis assise dans ma voiture, dans ce parking, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Puis j'ai essuyé mes larmes et suis allé chez Faye, car je ne supportais pas l'idée de rester seul dans mon appartement. Chez Faye, je me sentais en sécurité. Sa petite maison de plain-pied, dans un quartier calme bordé de vieux chênes, était le genre d'endroit où il semblait que rien de mal ne pouvait arriver. Je suis retourné chez moi le dimanche suivant pour faire un sac et prendre quelques affaires pour les chats. Le plan était d'emmener Benson et mon autre chat, Noodle, chez Faye jusqu'à ce que je décide de la suite. En me garant sur ma place de parking, j'ai remarqué un morceau de papier plié sous mon essuie-glace. Mon cœur s'est serré en le prenant, sachant déjà de qui il venait. L'écriture était soignée, presque méticuleuse, et le message court, « Je sais que tu as peur, mais tu n'as pas à l'être. Je ne te ferai jamais de mal. Nous sommes faits l'un pour l'autre, et tu finiras par le comprendre. » Il avait signé avec un petit cœur à côté de son nom. J'ai regardé autour de moi dans le parking, scrutant chaque voiture, chaque ombre, chaque fenêtre des bâtiments autour du mien. Il aurait pu être n'importe où. Il aurait pu me regarder lire ces mots à ce moment précis. J'ai saisi la note avec des doigts tremblants, les fourré dans ma poche et ai presque couru jusqu'à mon appartement. J'ai tout emballé en moins de 20 minutes, mis les deux chats dans leur cage malgré leurs protestations, et suis parti chez Faye sans m'arrêter une seule fois. 3 jours se sont écoulés chez Faye sans incident, et j'ai commencé à me demander si la distance avait enfin fait perdre son intérêt à Trevor. Je continuais à aller travailler, à documenter chaque numéro inconnu qui m'appelait, à garder les yeux grands ouverts chaque fois que je marchais vers ma voiture. Faye avait installé une caméra de porte l'année précédente, et nous vérifions les images chaque soir, mais elle ne montrait que des livreurs, parfois, un chat errant traversant son jardin. Le 4e soir, un mercredi, Faye devait travailler tard pour remplacer une collègue malade. Elle m'a dit de bien fermer, de garder mon téléphone chargé et de l'appeler si quelque chose semblait étrange. J'ai préparé mon dîner, regardé une émission de télé-réalité sans intérêt sur son canapé, et essayé de me convaincre que ce cauchemar touchait enfin à sa fin. Vers 21h, j'ai emmené Benson et Noodle dans la chambre d'amis et me suis installé pour une nuit précoce. La maison était silencieuse, à part le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel des vieux planchers. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était paisible, à quel point j'étais reconnaissante d'avoir une amie comme Faye, qui m'avait ouvert sa maison sans hésiter. Je me suis réveillé un peu après 23h au son de coups frappés à la porte, ni fort ni agressif, juste 3 coups lents et délibérés. Je me suis assise dans le lit, le cœur battant, et j'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit. Aucun appel manqué, aucun message de Faye disant qu'elle rentrait plus tôt. J'ai ouvert l'application de la caméra de porte avec des doigts tremblants et j'ai senti tout mon corps se glacer en voyant qui se tenait sur le porche. Trevor me regardait directement dans la caméra, son visage éclairé par la lumière du porche,
avec ce même sourire calme qu'il m'avait adressé dans le restaurant des semaines plus tôt. Il a frappé à nouveau, 3 autres coulants, puis s'est approché de la caméra et a prononcé mon nom. Il a dit qu'il savait que j'étais à l'intérieur, qu'il m'avait suivi depuis mon appartement des jours plus tôt, qu'il voulait juste parler. Sa voix était douce, presque tendre, comme s'il essayait d'attirer un animal effrayé hors de sa cachette. J'ai regardé l'écran alors qu'il inclinait la tête et me demandait pourquoi je rendais les choses si difficiles, pourquoi je ne pouvais pas simplement nous donner une vraie chance. J'ai envoyé un message à Faye avec des doigts à peine capables de toucher les bonnes touches, lui disant qu'il était là, la suppliant d'appeler la police. Pendant quelques minutes, rien ne s'est passé. Trevor est resté sur le porche, jetant parfois un coup d'œil autour de la cour, vérifiant son téléphone, agissant comme s'il avait tout son temps. Je m'étais déplacé dans le couloir, accroupi entre la salle de bain et la chambre d'amis, essayant de me faire aussi petite que possible tout en gardant les yeux rivés sur l'écran de la caméra. Puis je l'ai entendu quitter le porche, ses pas crissant sur le chemin de gravier qui menait sur le côté de la maison. J'ai basculé sur la caméra arrière et l'ai vu s'approcher de la porte-fenêtre donnant sur la cuisine de Faye. Il a essayé la poignée, l'a trouvée verrouillée, et est resté là un moment, les mains à plat contre la vitre. La façon dont il fixait la maison sombre m'a fait frissonner d'une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il a sorti quelque chose de la poche de sa veste, et j'ai réalisé avec horreur que c'était un pied de biche. Le bruit du métal contre le cadre de la porte a résonné dans toute la maison. J'ai appelé le 911 avec des mains tremblantes, chuchotant ma localisation et la situation à la dispatcherée, qui m'a dit de rester caché et que des officiers étaient en route. J'ai entendu le verre se briser, ses pas sur le carrelage de la cuisine, l'ai entendu m'appeler à nouveau, comme si nous jouions à une version tordue de cache-cache. Je me suis enfermé dans la salle de bain au bout du couloir, le dos contre la porte, serrant une paire de ciseaux que j'avais attrapés sur le bureau de Faye. Ses pas ont traversé la maison lentement, méthodiquement, ouvrant et fermant les portes une par une. Il a parlé tout le temps, d'une voix étrangement calme, disant des choses comme « Je te pardonne de t'être enfui, je comprends que tu sois confuse, une fois que nous aurons parlé, tout aura un sens. » Quand il est arrivé devant la porte de la salle de bain, il a frappé doucement, les mêmes 3 coulants que tout à l'heure. Il a dit mon nom et m'a demandé d'ouvrir, promettant qu'il ne me ferait pas de mal, qu'il avait juste besoin de voir mon visage. Je lui ai crié à travers la porte que la police arrivait, qu'il devait partir maintenant s'il savait ce qui était bon pour lui. Il a ri, un son silencieux qui ne contenait aucune trace d'humour, et a dit qu'il se moquait de la police, qu'il ne pouvait pas nous séparer. J'entendais le bois autour de la serrure commencer à se fendre. À ce moment-là, je hurlais, appelant à l'aide, espérant que quelqu'un m'entende. Puis, comme un miracle, j'ai entendu des sirènes au loin, de plus en plus fortes. Trevor s'est tu. Ses pas se sont éloignés rapidement dans le couloir, et j'ai entendu la porte arrière claquer. Je suis resté pressé contre cette porte de salle de bain, les ciseaux levés, jusqu'à ce que j'entende des officiers annoncer leur présence dans la maison. Ils ont attrapé Trevor 2 rues plus loin, courant dans le jardin de quelqu'un avec le pied de biche encore à la main. Il a été arrêté cette nuit-là et inculpé pour effraction, harcèlement et violation de domicile. Faye est arrivée chez elle 20 minutes après la police et m'a serré dans ses bras sur sa pelouse pendant que je sanglotais contre son épaule. L'ordonnance restrictive que j'ai déposée le lendemain a été accordée immédiatement, et la caution de Trevor a été fixée si haut qu'il est resté en prison du comté pendant 3 mois en attendant son procès. Il a finalement plaidé coupable à des chefs d'accusation réduits et a écopé de 18 mois de prison plus une évaluation psychologique obligatoire. J'ai déménagé de mon appartement pour m'installer dans un nouvel endroit de l'autre côté de la ville, un endroit qu'il n'avait jamais vu, où je pouvais recommencer. J'ai changé de numéro de téléphone, supprimé tous mes réseaux sociaux et passé des mois en thérapie pour démêler la peur qui s'était enroulée autour de chaque partie de ma vie quotidienne. Faye me donne encore des nouvelles presque tous les jours, et ma mère est venue rester avec moi pendant les premières semaines après les événements. 8 mois ont passé, et je vérifie toujours mes serrures chaque nuit. Je regarde 2 fois chaque voiture garée près de mon immeuble. Je ressens encore une bouffée de panique chaque fois que quelqu'un frappe à ma porte de manière inattendue. Je sais que Trevor sera libéré un jour, et cette pensée reste au fond de mon esprit comme une pierre que je ne peux pas avaler. Mais je sais aussi que j'ai fait tout ce qu'il fallait, que j'ai écouté mes instincts, que je me suis appuyé sur les personnes qui m'aiment quand j'en avais le plus besoin. Si vous lisez ceci et que quelque chose de similaire vous arrive, écoutez-moi, documentez tout. Parlez-en à toutes les personnes en qui vous avez confiance et ne laissez personne vous faire sentir folle d'avoir peur. Votre peur est valable. Votre sécurité compte.
Vous méritez d'être cru. Heather et moi partagions un appartement à Tucson depuis presque 3 ans quand tout a basculé. Elle travaillait comme transcriptrice médicale à la maison, passant de longues heures seule dans notre deuxième chambre transformée en bureau, avec ses écouteurs, à taper des rapports pendant que je m'asseyais dans un cubicle gris de l'autre côté de la ville, à cruncher des chiffres dans un cabinet comptable. Nous nous étions rencontrés lors d'un barbecue chez un ami l'été suivant mon diplôme en 2015, et quelque chose avait tout de suite accroché entre nous. Elle avait cette intensité silencieuse, une façon de vous écouter qui vous faisait sentir comme la seule personne dans la pièce. Je trouvais cela attirant à l'époque. Maintenant, je le comprends différemment. Maintenant, je vois à quel point je connaissais peu ce qui se passait dans sa tête pendant toutes ces heures de silence. À quel point l'isolement de son travail avait fait quelque chose à elle, quelque chose que j'étais trop occupé, trop confortable, trop stupide pour remarquer. Octobre 2022 a commencé comme n'importe quel autre mois. Le travail s'intensifiait à l'approche de la fin de l'année fiscale, et je me retrouvais souvent à faire des heures supplémentaires. Un soir, l'un des associés seniors a annoncé sa retraite, et toute l'équipe s'est retrouvée dans un bar du centre-ville pour fêter cela. J'ai envoyé un message à Heather vers 19h pour lui dire que je rentrerais tard. Elle m'a répondu par un pouce levé, rien de plus. À l'époque, j'appréciais à quel point elle était peu exigeante, à quel point elle ne me faisait jamais de reproches ou ne me demandait pas constamment des comptes sur mes allées et venues. Cela me semblait être de la confiance. Cela me semblait être une relation saine. Quand je suis finalement monté dans un Uber vers minuit, la tête un peu brouillée par la bière, mes pensées avaient déjà dérivé vers des projets de week-end paresseux. Un brunch dans ce nouvel endroit qu'elle voulait essayer. Peut-être enfin commencer le puzzle que sa mère nous avait offert le Noël précédent. Des choses normales, des choses sûres. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait dans notre appartement sombre. Quand le chauffeur s'est arrêté devant notre immeuble, j'ai remarqué que toutes les fenêtres de notre appartement étaient complètement éteintes. C'était inhabituel, car Heather laissait toujours la lumière de la cuisine allumée quand elle savait que je rentrerais tard. Elle disait qu'elle aimait l'idée que je rentre dans un endroit chaleureux et accueillant plutôt qu'un appartement plongé dans le noir. J'ai pensé qu'elle avait simplement oublié ou peut-être qu'elle s'était endormie tôt. L'immeuble était silencieux alors que je montais les escaliers jusqu'au 2e étage, ce genre de silence épais qui n'existe qu'après minuit dans les quartiers résidentiels. Notre porte était verrouillée, ce qui était normal, et je me suis glissé à l'intérieur aussi silencieusement que possible, ne voulant pas la réveiller. Le salon était vide, la télévision éteinte, et je pouvais voir une fine bande de lumière de lune traverser le sol du couloir depuis notre chambre. J'ai enlevé mes chaussures près de la porte et me suis dirigé vers la chambre, déjà en train de desserrer ma cravate. J'ai poussé la porte de la chambre, m'attendant à trouver Heather endormie, peut-être recroquevillée sur le côté comme elle dormait habituellement. Au lieu de cela, elle était assise bien droite dans le lit, parfaitement immobile, faisant face à la porte. La lumière de la lune passant à travers les stores tombait sur elle en bande brisée, et je pouvais voir que ses yeux étaient grands ouverts, fixés directement sur moi. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas bougé. Elle est juste restée là, les mains jointes sur ses genoux, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était quelque chose de plus plat, de plus vide, comme si elle regardait un étranger qui s'était égaré dans le mauvais appartement. Mon premier instinct a été de lui demander si elle allait bien, si elle avait fait un cauchemar ou si elle n'arrivait pas à dormir. Mais quelque chose dans la façon dont elle se tenait, cette rigidité immobile, a fait que les mots se sont coincés dans ma gorge. La pièce semblait 10 degrés plus froide que le reste de l'appartement. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, gardant ma voix douce, comme on parlerait à un animal effrayé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Pendant peut-être 5 ou 6 secondes, elle a continué à me fixer, et je suis devenu douloureusement conscient du bruit de ma propre respiration dans ce silence. Puis elle a parlé, et sa voix est sortie plate et mesurée, presque robotique. Elle m'a demandé avec qui j'avais été ce soir-là. Je lui ai parlé de la fête de retraite, la même chose que je lui avais envoyé par message plus tôt, mais elle a secoué la tête lentement, comme si je mentais. Elle a dit qu'elle savait que j'étais avec quelqu'un d'autre, qu'elle y avait pensé toute la nuit, passant en revue les preuves dans sa tête. J'ai essayé de rire, de lui dire qu'elle était ridicule, qu'elle pouvait vérifier mon téléphone si elle voulait, mais elle n'a pas tendu la main vers mon téléphone. Elle a continué à me fixer avec ses yeux vides, et j'ai réalisé avec un sentiment de naufrage que ce n'était pas une crise de jalousie normale. Quelque chose s'était brisé en elle pendant mon absence.
J'ai décidé que la meilleure chose à faire était de me mettre au lit et de la laisser se calmer. Peut-être qu'elle se sentirait mieux le matin après avoir dormi, et nous pourrions parler de ce qui la tracassait comme des adultes rationnels. Je me suis dirigé vers mon côté du lit, j'ai tiré les couvertures et me suis assis sur le bord du matelas pour enlever mes chaussettes. C'est alors que j'ai remarqué que sa main droite s'était déplacée de ses genoux vers un endroit sous son oreiller. Je lui ai demandé ce qu'elle avait là-bas, essayant de garder un ton décontracté, même si mon cœur avait commencé à battre violemment dans ma poitrine. Elle a dit que ce n'était rien, mais la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de quelque chose hors de vue, la façon dont tout son corps semblait se tendre comme un ressort, m'a dit que ce n'était définitivement pas rien. Je le lui ai redemandé, plus fermement cette fois, et elle a sorti sa main lentement. Dans sa prise, il y avait un couteau de cuisine, celui que nous utilisions pour couper les légumes. La lame attrapant la lumière de la lune d'une manière qui a fait se raidir tout mon corps. J'ai levé les 2 mains devant moi, paume vers l'extérieur, le geste universel de reddition. Mon esprit tournait, essayant de trouver quoi dire, quoi faire, comment éloigner ce couteau d'elle sans empirer les choses. Je l'ai appelée par son nom doucement, lui ai dit qu'elle me faisait peur, lui ai demandé de poser le couteau pour que nous puissions parler. Elle a incliné la tête d'un côté comme un oiseau curieux, m'étudiant avec cette même expression vide. Puis elle a dit quelque chose qui a glacé mon sang dans mes veines. Elle a dit qu'elle m'avait regardé dormir pendant les dernières semaines, debout au-dessus du lit dans le noir, essayant de décider quoi faire de moi. Elle a dit qu'elle avait vu les signes, la façon dont je regardais mon téléphone, la façon dont je souriais à des messages qu'elle croyait que je ne pouvais pas voir. Aucun de cela n'était vrai, mais dans son esprit, elle avait construit une réalité alternative entière où j'étais le méchant de son histoire. J'ai commencé à reculer lentement du lit, gardant mes mouvements lents et délibérés, sans jamais rompre le contact visuel avec elle. Chaque instinct me hurlait de courir, de me précipiter vers la porte et de sortir de cet appartement aussi vite que mes jambes pouvaient me porter, mais je savais aussi que des mouvements brusques pourraient déclencher quelque chose, pourraient la pousser au-delà de la limite sur laquelle elle était équilibrée. Elle m'a regardé bouger avec ses yeux qui ne clignaient pas, le couteau toujours serré dans son poing, et j'ai pu voir une veine palpiter dans son cou. Quand mes pieds ont touché le sol de l'autre côté du lit, je lui ai dit que j'allais lui chercher de l'eau, qu'elle était peut-être déshydratée ou qu'elle faisait une sorte de crise. J'ai fait un pas vers la porte. C'est à ce moment-là qu'elle s'était lancée. Elle a traversé le lit plus vite que je ne l'aurais cru possible. Le couteau fendant l'air en un large arc dirigé droit vers ma poitrine. Je me suis jeté en arrière et j'ai senti la lame siffler près de mon visage, manquant ma gorge de ce qui n'a pas dû être plus qu'1 centimètre. Je me suis écrasé contre la commode derrière moi, renversant une lampe et une photo encadrée de nous à une époque plus heureuse. Le verre s'est brisé sur le sol, et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à attraper un éclat pour me défendre, mais il n'y avait pas de temps. Heather était déjà sur moi à nouveau, ses mouvements saccadés et désordonnés, comme une marionnette contrôlée par quelqu'un qui ne savait pas tout à fait comment fonctionnaient les ficelles. J'ai réussi à attraper son poignet alors qu'elle abaissait le couteau vers mon épaule, et nous avons lutté là dans l'obscurité, son souffle chaud contre mon visage, ses yeux fous de quelque chose que je ne peux décrire que comme une déconnexion totale de la réalité. Elle était plus forte que je ne l'aurais imaginé, alimentée par quelque tempête faisait rage dans sa tête. Et je pouvais sentir ma prise glisser alors qu'elle se tordait et se débattait. J'ai hurlé son nom encore et encore, la suppliant de s'arrêter, de revenir vers moi. Mais c'était comme parler à un mur. La femme que j'aimais avait disparu, remplacée par quelque chose que je ne reconnaissais pas. J'ai finalement réussi à tordre son bras à un angle qui l'a forcé à lâcher le couteau. Il est tombé quelque part dans l'obscurité, et je l'ai repoussé aussi fort que j'ai pu, l'entendant glisser sur le parquet et disparaître sous le lit. Mais même sans larmes, elle n'a pas arrêté. Elle m'a griffé le visage, les bras, la poitrine, ses ongles traçant de profondes rainures dans ma peau. Je n'avais pas le choix, j'ai dû l'enlacer et la plaquer contre moi, la tenant aussi fort que possible pendant qu'elle hurlait, se débattait et m'appelait des noms que je ne l'avais jamais entendu utiliser auparavant. Elle m'a accusé de l'avoir empoisonné, d'avoir mis des caméras dans les murs, de travailler avec ses collègues pour ruiner sa vie. Rien de tout cela n'avait de sens. Tout cela me terrifiait. Je l'ai tenu comme ça pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui était probablement seulement 10 ou 15 minutes, jusqu'à ce que, enfin, son corps devienne mou et qu'elle commence à sangloter contre ma poitrine comme un enfant se réveillant d'un cauchemar. J'ai appelé le 911 d'une main tout en gardant mon autre bras enroulé autour d'elle. La dispatcherie m'a posé une série de questions que je pouvais à peine traiter. Ma voix tremblait alors que j'essayais d'expliquer que ma petite amie venait d'essayer de me tuer,
mais que je pensais qu'elle faisait une sorte de crise mentale. Ils ont envoyé la police et les ambulanciers, et je suis resté là, par terre dans la chambre, avec Heather pleurant dans mes bras, le sang coulant de mon visage là où ses ongles avaient déchiré ma peau, en attendant que l'aide arrive. Elle a continué à murmurer des excuses entre les sanglots, disant qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, qu'elle avait eu si peur, qu'elle pensait que j'allais lui faire du mal en premier. Je voulais être en colère. Une partie de moi était en colère, furieuse même de voir à quel point j'avais failli mourir dans ma propre chambre aux mains de quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. Mais surtout, je me sentais vide, comme si quelqu'un avait creusé tout ce qu'il y avait en moi et n'avait laissé qu'une coquille assise là sur ce sol froid. Les ambulanciers ont emmené Heather à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique, et j'ai passé les heures suivantes au poste de police à faire ma déposition. Les officiers ont été surprenamment gentils. L'une d'eux, une femme nommée Tara, m'a apporté du café et m'a dit que son frère avait vécu quelque chose de similaire avec sa femme des années plus tôt. Quand je suis finalement retourné à l'appartement le lendemain matin, le soleil était déjà levé et tout avait l'air si douloureusement normal à la lumière du jour. La lampe brisée, le verre éparpillé, les griffures sur mes bras. C'étaient les seules preuves que quelque chose s'était passé. J'ai trouvé le couteau sous le lit où je l'avais repoussé. Et je l'ai fixé longtemps, essayant de réconcilier cet ustensile de cuisine ordinaire avec l'arme qui avait failli mettre fin à ma vie. J'ai aussi trouvé autre chose ce jour-là, quelque chose qui a fait que tout s'est mis en place de la pire façon possible. Au fond de son placard, caché dans une vieille boîte à chaussures, il y avait des dizaines de notes manuscrites remplies de divagations paranoïaques à mon sujet, sur ses collègues, sur des voisins qu'elle croyait l'espionner. Certaines dataient de plus de 6 mois. Heather a été diagnostiquée avec un trouble psychotique sévère qui s'était apparemment développé bien plus longtemps que nous ne l'avions réalisé. Les médecins m'ont dit que son isolement, travaillant seul à la maison jour après jour avec un contact humain minimal, avait probablement accéléré ce qui couvait déjà dans sa chimie cérébrale. Elle avait caché ses symptômes, les masquant derrière cette intensité silencieuse que je trouvais autrefois si attrayante, se convainquant que ses pensées paranoïaques étaient des préoccupations valables plutôt que des signes avant-coureurs de quelque chose de profondément faux. Je l'ai visité une fois à l'établissement psychiatrique où ils l'ont transférée après l'évaluation initiale. Elle semblait plus petite, fragile d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, et elle a pleuré en voyant les griffures en train de guérir sur mon visage. Elle m'a dit qu'elle se souvenait de tout, mais que cela lui avait semblé regarder elle-même de l'extérieur de son propre corps, impuissante à arrêter ce qui se passait. Je l'ai cru. Je savais aussi que je ne pourrais plus jamais dormir à côté d'elle, plus jamais fermer les yeux en sa présence sans voir ce couteau scintiller à la lumière de la lune. Cela fait presque 2 ans depuis cette nuit-là, et je dors toujours avec la porte de ma chambre verrouillée. J'ai déménagé dans une autre ville, recommencé dans un nouveau cabinet, et j'ai finalement commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes de la violence domestique. Ce terme m'a semblé étrange au début, violence domestique, parce que j'avais toujours imaginé autre chose quand j'entendais ces mots. Mais mon thérapeute m'a aidé à comprendre que ce qui m'est arrivé compte, que les cicatrices sur mes bras et celles dans ma tête sont réelles et valables, quelles que soient les circonstances qui les ont causées. Heather reçoit toujours un traitement, et sa mère m'envoie parfois des nouvelles auxquelles je ne sais jamais vraiment comment répondre. Parfois, je pense à la version de notre vie qui existait avant cette nuit d'octobre, au brunch du week-end, aux puzzles inachevés et aux matins paresseux du dimanche. Et cela me semble comme me souvenir d'un film que j'ai regardé il y a longtemps plutôt que de quelque chose que j'ai vraiment vécu. La partie la plus difficile n'est pas la peur, bien qu'elle réapparaisse parfois quand je me réveille dans le noir et doive me rappeler où je suis. La partie la plus difficile est de savoir que le danger était là tout le temps, dormant juste à côté de moi, et que je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce que la lame soit déjà dirigée vers ma gorge. J'essaie toujours de mettre tout cela en mots, car j'ai passé si longtemps à me convaincre que c'était normal. J'ai rencontré Wesley lors de l'anniversaire d'un collègue au printemps 2022, et il semblait être tout ce que je cherchais après des années de rendez-vous désastreux et de relations encore pires. Charmant, attentionné, du genre à se souvenir des petits détails de nos conversations des semaines plus tôt. Mes amis de l'école d'infirmière ne cessaient de dire que je méritais quelqu'un comme lui. Nous avons emménagé ensemble après 8 mois, et pendant un moment, tout était parfait. Il cuisinait la plupart des soirs, me surprenait avec des fleurs un mardi quelconque, m'appelait pendant ses pauses déjeuner juste pour entendre ma voix. Je me souviens avoir dit à ma mère au téléphone que je comprenais enfin ce que les gens voulaient dire quand ils disaient avoir trouvé leur âme sœur. Elle était si heureuse pour moi, et j'étais si sûr d'avoir enfin trouvé ma place.
Mes collègues à la clinique pédiatrique où je travaillais se moquaient de la fréquence à laquelle je souriais à mon téléphone quand il m'envoyait un message. À 26 ans, j'étais convaincu que c'était ça, la vraie affaire. Le genre d'amour qui dure. La première fois que j'ai vu Wesley ivre, c'était lors de la fête de Noël de son entreprise, ce décembre-là. Il avait toujours été un buveur social en ma présence, une bière ou deux avec le dîner, peut-être un verre de vin le week-end. Rien qui ait jamais suscité d'inquiétude. Mais ce soir-là, il n'a cessé de retourner au bar ouvert, shot après shot, riant trop fort avec ses collègues pendant que je me tenais là, ne connaissant personne. Quand nous sommes partis, il était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Dans l'Uber du retour, il m'a accusé de flirter avec son patron, disant que je l'avais humilié devant tout le monde en riant à une blague que ce type avait faite. J'ai essayé de lui expliquer que je faisais simplement la conversation, comme n'importe qui le ferait lors d'un événement professionnel, mais il m'a coupé à chaque fois, sa voix devenant de plus en plus forte. Le chauffeur nous jetait des regards par le rétroviseur, et j'aurais voulu disparaître dans le siège. Une fois à la maison, Wesley a claqué la porte d'entrée si fort qu'un cadre photo est tombé du mur, puis il est allé directement se coucher sans un mot. Le lendemain matin, il s'est excusé avec des larmes aux yeux, disant que le stress au travail avait été accablant et qu'il avait bu bien plus qu'il n'aurait dû. Il a promis que cela ne se reproduirait plus, et je l'ai cru parce que je voulais le croire. Pendant quelques mois après cela, les choses sont revenues à la normale. Wesley a réduit sa consommation d'alcool, du moins en ma présence, et j'ai laissé tomber la peur que j'avais ressentie dans cet Uber. Nous avons adopté un chat ensemble, commencé à parler de nous fiancer avant la fin de l'année. Je me suis convaincu que la fête de Noël n'était qu'un incident isolé, une mauvaise soirée, le genre d'histoire dont les couples rient des années plus tard. Mais en mars, son ami Todd a organisé un enterrement de vie de garçon, et Wesley est rentré à 3 heures du matin, empestant le whisky et trébuchant sur les meubles. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, et avant même de pouvoir me redresser, il se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, me demandant pourquoi je n'avais pas répondu à ses messages. J'ai vérifié mon téléphone, il y avait 17 messages, chacun plus en colère que le précédent, m'accusant de l'ignorer exprès. J'étais endormi. Mon téléphone était en mode silencieux parce que j'avais un quart de travail tôt le lendemain matin, mais essayer de l'expliquer ne faisait que le mettre encore plus en colère. Il m'a traité d'égoïste, a dit que je ne me souciais pas de lui, qu'une autre petite amie serait restée éveillée à l'attendre. C'est devenu un schéma. Wesley sobre était doux et attentionné, l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais quand il buvait, quelque chose changeait dans son regard, et je ne savais jamais quelle version de lui rentrait à la maison. Certaines nuits, il se contentait de se taire et de s'endormir sur le canapé, et je le couvrais d'une couverture, soulagé. D'autres nuits, il cherchait la dispute pour un rien, à cause de la vaisselle que j'avais laissée dans l'évier ou d'un message d'un collègue masculin qu'il avait vu sur mon téléphone. Les accusations revenaient toujours au même point, je le trompais, je regardais d'autres hommes, je ne l'aimais pas assez. J'ai commencé à faire attention à tout. J'ai arrêté de mentionner mes collègues masculins par leur nom. Je m'assurais que l'appartement était impeccable avant qu'il ne rentre le week-end, quand je savais qu'il était sorti avec des amis. Je gardais mon téléphone face contre table pour qu'il ne voie pas les notifications et ne devienne pas suspicieux. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'étais en train de réduire ma vie entière pour éviter de le mettre en colère. L'isolement s'est produit si progressivement que je l'ai à peine remarqué. D'abord, c'était mon amie Kira, que Wesley disait être une mauvaise influence parce qu'elle était célibataire et aimait sortir dans les bars. Ensuite, c'était ma collègue June, qu'il prétendait me regarder bizarrement lors d'un événement professionnel auquel je l'avais amené. Un par un, il trouvait des raisons pour lesquelles les personnes de ma vie posaient problème. Il ne m'a jamais dit directement de ne plus les voir. Non, il rendait simplement les choses si épuisantes qu'il était plus facile d'arrêter d'essayer. Si je sortais avec des amis, je rentrais à la maison pour des heures de traitement silencieux ou d'interrogatoire sur l'endroit où j'étais vraiment allé. Si je parlais trop longtemps au téléphone avec ma mère, il bondait et disait que je me souciais plus d'elle que de lui. À l'été 2023, mon monde s'était réduit au travail et à Wesley. Je me disais que c'était juste une phase, qu'une fois que les choses se calmeraient dans son travail, il redeviendrait l'homme dont j'étais tombée amoureuse. J'ai continué à attendre que cette version de lui revienne définitivement. Puis j'ai perdu mon emploi. Des coupes budgétaires à la clinique ont entraîné le licenciement de 3 infirmières, et j'en faisais partie parce que j'avais le moins d'ancienneté. Je me souviens d'être assise dans ma voiture sur le parking après avoir vidé mon casier, en pleurs et redoutant d'avoir à le dire à Wesley. Quand je suis rentré,
il a été étrangement compréhensif au début. Il a dit que nous allions nous en sortir ensemble, que je devais prendre mon temps avant de me lancer dans un autre emploi, qu'il gagnait assez pour nous deux pendant un moment. Cela ressemblait au vieux Wesley, celui qui prenait soin de moi, et je me suis laissé aller à cela. Mais en quelques semaines, la dynamique a changé de manière inattendue. Soudain, chaque achat que je faisais était remis en question. Un café au drive, un nouveau tube de mascara, des courses qu'il jugeait trop chères. Il a commencé à me donner une allocation hebdomadaire à partir de notre compte joint. Il a dit que c'était juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau, juste pour nous aider à budgétiser. Je suis passé d'une femme indépendante avec son propre revenu à demander la permission pour acheter du shampoing. Et le pire, c'est que je me sentais coupable, comme si je lui devais quelque chose pour son soutien, comme si je n'avais pas le droit de me plaindre. La consommation d'alcool a empiré après cela. Peut-être était-ce la pression d'être le seul pourvoyeur. Ou peut-être qu'il ne se cachait plus maintenant que j'étais à la maison toute la journée sans nulle part où aller. Il a commencé à garder du whisky dans le placard de la cuisine, du bourbon sur la table de nuit. Ce qui était autrefois une consommation de week-end est devenu une consommation quotidienne. J'ai appris à évaluer son humeur au son du bouchon de la bouteille qui s'ouvrait, au nombre de fois où j'entendais le tintement des glaçons dans son verre avant le dîner. 2 verres signifiaient qu'il irait bien. Peut-être un peu plus bruyant que d'habitude, mais gérable. 4 verres ou plus signifiaient que je devais me taire, être d'accord avec tout, me faire petite. J'ai commencé à cuisiner ses plats préférés les soirs où il semblait tendu, pensant que si je faisais tout bien, il n'aurait pas de raison de s'énerver. Je suis devenu une experte pour lire l'ambiance, pour remarquer le léger serrement de sa mâchoire ou la façon dont il faisait défiler son téléphone trop agressivement. Mon existence entière tournait autour de la prévention de la prochaine explosion. Un soir d'octobre, il est rentré d'un après-travail déjà ivre. J'ai pu le sentir sur lui dès qu'il a franchi la porte, ce mélange aigre de bière et de quelque chose de plus fort. J'étais sur le canapé en train de regarder une émission de cuisine, et il s'est assis à côté de moi sans dire un mot. Après quelques minutes, il m'a demandé à qui j'avais envoyé des messages. Je lui ai dit à personne, car je n'avais pas touché à mon téléphone depuis des heures. Il l'a attrapé sur la table basse et a commencé à parcourir mes messages, mes photos, mes emails. Je suis resté assise là, trop fatigué pour argumenter, trop effrayé pour protester. Quand il n'a rien trouvé, il a jeté le téléphone vers moi et a dit « J'ai dû effacer ce que tu cachais ». Puis il est allé dans la cuisine et s'est versé un autre verre. Je suis resté sur ce canapé pendant 2 heures de plus, sans bouger, à peine en respirant, attendant simplement qu'il s'endorme pour pouvoir enfin exhaler. C'était ma vie. Pas une violence constante, pas des bleus à expliquer. Juste cette attente sans fin, cet état permanent de terreur qui ne disparaissait jamais tout à fait. Même les bons jours, je pensais à partir tout le temps. Je restais éveillé la nuit à passer en revue les détails logistiques dans ma tête, essayant de comprendre comment je pourrais m'en sortir. Mais les calculs ne tombaient jamais justes. Je n'avais pas d'économie parce que Wesley contrôlait nos finances. Je n'avais pas de travail parce que j'étais trop anxieuse pour passer un entretien correctement, trop épuisé par le fait de marcher sur des œufs pour rédiger un CV décent. Mon nom n'était pas sur le bail. Ma voiture était à son nom parce qu'il avait co-signé quand mon crédit n'était pas assez bon. Les quelques amis qui me restaient vivaient dans d'autres états, et ma mère était dans un appartement d'une chambre sans place pour moi. Chaque chemin vers la sortie menait à une impasse, et Wesley le savait. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais je pouvais le voir dans la façon dont il me regardait parfois. Cette confiance tranquille que je n'irais nulle part. Il s'excusait après les mauvaises nuits, m'achetait des fleurs, promettait de réduire sa consommation d'alcool, et je restais parce que pouvais-je faire d'autre? Dormir dans ma voiture, me présenter chez ma mère comme un échec, tout recommencer à 0 à 27 ans? La nuit où tout a changé était un samedi de novembre. Wesley buvait depuis midi parce que son équipe de football universitaire jouait un grand match de rivalité. À la fin du match, il avait fini la plupart d'une bouteille de bourbon et était plus bruyant que je ne l'avais jamais vu. J'ai fait l'erreur de lui demander s'il voulait que je commande de la nourriture, pensant que mettre quelque chose dans son estomac pourrait aider. Il m'a rabroué, disant que je le harcelais toujours, que j'essayais toujours de le contrôler. Je me suis excusé et suis allé dans la chambre pour m'éloigner de tout cela, mais il m'a suivi. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, bloquant ma sortie, et a continué à dire que je me croyais supérieur à lui, que je le regardais de haut parce qu'il buvait, que j'étais probablement en train de préparer mon départ dès que j'aurais un travail. Je n'ai cessé de dire que non. Que non.
que je voulais juste commander à manger, mais il a continué à s'approcher, me poussant vers le mur, sa voix devenant de plus en plus forte jusqu'à ce qu'il hurle à quelques centimètres de mon visage. Je pouvais sentir la chaleur de son souffle, voir les veines dans son cou. Il a frappé le mur juste à côté de ma tête, et j'ai senti l'impact vibrer dans tout mon corps. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Pas de manière dramatique, pas comme dans les films où la victime se rebelle soudainement. C'était plus silencieux que cela. J'ai juste regardé le trou dans le placoplâtre, la poussière de plâtre sur ses articulations. Et j'ai su avec une certitude absolue que la prochaine fois, ce serait mon visage. Peut-être pas lors de la prochaine dispute. Peut-être pas même lors de celle d'après. Mais éventuellement, j'ai vu la trajectoire si clairement, comme en regardant une voiture déraper sur la glace vers une glissière de sécurité. Il est sorti de la pièce en trombe après cela, a attrapé ses clés et est parti. J'ai entendu son camion démarrer en trombe dans l'allée, et je suis resté là à fixer ce trou dans le mur pendant ce qui m'a semblé une heure. Puis j'ai appelé ma mère. Je ne lui avais pas vraiment parlé depuis des mois. J'avais gardé nos conversations courtes et superficielles parce que je ne voulais pas qu'elle sache à quel point les choses avaient empiré. Mais cette nuit-là, je lui ai tout dit, et elle m'a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai terminé, elle a simplement dit « Rentrez à la maison ». Elle trouverait de la place. Elle m'aiderait à trouver un travail. Rentrez juste à la maison. Je suis parti le lendemain matin alors que Wesley était encore endormi. J'ai pris une valise, mon chat et mon chargeur de téléphone. J'ai laissé derrière moi 2 ans de vêtements, des meubles que nous avions choisis ensemble, une vie que je croyais être pour toujours. J'ai serré le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches, et j'ai continué à vérifier le rétroviseur en m'attendant à voir son camion derrière moi. Le trajet jusqu'à chez ma mère a duré 4 heures, et j'ai pleuré pendant la plupart du temps. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais terrifié, soulagé et en colère contre moi-même d'être resté si longtemps. Cela fait presque 1 an maintenant. J'ai un nouveau travail dans un hôpital à 2 villes de chez ma mère. J'économise de l'argent, lentement, je renoue avec les amitiés que j'ai laissées se faner, j'apprends à exister sans scanner constamment le danger. Wesley a essayé de me contacter pendant quelques mois après mon départ. Des messages qui oscillaient entre des excuses et des menaces, des messages vocaux où il pleurait et me suppliait, puis m'insultait dans le même souffle. J'ai changé de numéro, l'ai finalement bloqué partout. Certains jours, je sursaute encore quand j'entends des glaçons teintés dans un verre, je me crispe encore quand quelqu'un élève la voix de manière inattendue. Je ne sais pas si cela disparaîtra un jour, mais je m'en suis sorti. C'est la partie que les gens doivent comprendre. Cela m'a pris bien trop de temps, et j'ai perdu tellement de moi-même dans le processus. Mais je m'en suis sorti. Et si quelqu'un qui lit ceci reconnaît sa propre vie dans ces mots, sachez que les détails logistiques qui semblent impossibles, les obstacles qui semblent insurmontables, peuvent être surmontés. Il y a des gens qui vous aideront. Il suffit de tendre la main, même quand chaque partie de vous est convaincue que vous ne pouvez pas. Février à Minneapolis a cette façon de donner l'impression que tout est figé. Pas seulement la glace sur les trottoirs, mais le temps lui-même. Comme si le monde entier retenait son souffle, attendant le printemps. Je me souviens parfaitement de cette sensation la semaine où ma vie a commencé à s'effondrer. Je rentrais à pied de la clinique où je travaillais comme kinésithérapeute. Mes bottes craquaient dans la neige fondante grise tandis que mon téléphone vibrait de messages que j'étais trop épuisé pour vérifier. Ma promotion de l'université du Minnesota avait leur réunion des 10 ans en mai, ce qui vous donne une idée de l'endroit où j'en étais dans ma vie. Enfin établi dans ma carrière, fier de la petite maison que j'avais réussi à acheter dans un quartier calme près de Powderhorn Park. Pour la première fois depuis des années, j'étais prudemment optimiste. J'étais avec Julien depuis presque 3 ans à ce moment-là. Je l'avais rencontré lors d'un barbecue chez un ami. Coup de foudre, emménagement après 8 mois. Il était charmant de cette manière naturelle qui faisait que tout le monde gravitait vers lui lors des fêtes. Il se souvenait des anniversaires, demandait des nouvelles de votre tante malade, apportait du vin au dîner entre amis. Mes amis l'adoraient. Ma mère l'appelait « le bon ». Je le croyais aussi. Jusqu'au moment où j'ai trouvé les messages sur son téléphone, non pas d'1, ni de 2, mais de 4 femmes différentes. Quand je l'ai confronté, il a pleuré. Quand je lui ai dit de partir, il a supplié. Quand j'ai changé les serrures, il est devenu silencieux. Ce silence aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, c'était le calme avant quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper.
Le premier signe est apparu 3 jours après lui avoir demandé de déménager. Ma collègue, Janine, quelqu'un que je connaissais depuis 6 ans et que je considérais comme l'une de mes plus proches amies, a cessé de répondre à mes messages. Au début, j'ai pensé qu'elle était occupée. Sa fille venait de commencer la maternelle. Son mari était en déplacement pour le travail. Mais quand je l'ai vue dans la salle de pause ce vendredi-là, elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était froid, presque compatissant, comme si j'étais quelqu'un à propos de qui elle venait d'entendre des choses terribles. Elle a fait la conversation pendant peut-être 30 secondes avant de s'excuser, et je suis resté là, mon mug de café à la main, complètement confuse. Ce week-end-là, mon ami 3, de la fac, m'a envoyé un message étrange, « Salut, Julien m'a contacté. Je ne savais pas que les choses étaient devenues si graves entre vous deux. J'espère que tu reçois l'aide dont tu as besoin. » J'ai relu ce message probablement 15 fois en essayant de le décoder. Quelle aide? Qu'est-ce que Julien lui avait dit? J'ai appelé 3 immédiatement, mais il a laissé le message vocal. Quand il a enfin rappelé 2 jours plus tard, sa voix avait ce ton prudent et mesuré que les gens utilisent quand ils pensent parler à quelqu'un d'instable. 3 m'a dit que Julien l'avait appelé en pleurs, disant qu'il s'inquiétait pour moi, qu'il disait que j'avais des problèmes et que la rupture m'avait poussé à bout. Selon Julien, j'avais eu des épisodes paranoïaques, l'accusant de choses qu'il n'avait jamais faites, inventant des aventures qui n'existaient que dans mon imagination. Il a dit à 3 qu'il m'aimait toujours et voulait que je aille mieux, qu'il ne l'avait contacté que parce qu'il se souciait de mon bien-être. 3 m'a demandé doucement, prudemment, comme s'il parlait à un enfant tenant un couteau, si j'avais envisagé de voir un thérapeute. Je me suis assise là, sur mon canapé, le téléphone collé à mon oreille, tout mon corps devenant engourdi alors que je réalisais ce qui se passait. Julien ne tournait pas simplement la page. Il réécrivait toute notre relation. Et il utilisait toutes les personnes qui comptaient pour moi pour le faire. J'ai essayé d'expliquer la vérité, les messages que j'avais trouvés, les femmes, les mensonges, mais j'entendais le doute dans le silence de 3. Julien l'avait devancé, et maintenant tout ce que je disais ressemblait aux divagations d'une femme qui ne pouvait pas accepter la réalité. Au cours des 2 semaines suivantes, le schéma s'est répété avec une précision dégoûtante. Ma cousine Élise, avec qui j'avais toujours été proche depuis l'enfance, m'a appelé pour dire qu'elle était là pour moi d'une manière qui faisait clairement comprendre qu'elle pensait que je m'effondrais. Ma voisine Wanda, une femme plus âgée qui m'avait toujours salué depuis son jardin, a commencé à éviter tout contact visuel quand je passais. Ma superviseure à la clinique, Francine, une femme directe que j'avais toujours respectée, m'a fait entrer dans son bureau pour me demander si tout allait bien à la maison parce que quelqu'un avait exprimé des inquiétudes. Je lui ai demandé qui. Elle a dit qu'elle n'était pas en mesure de le dire, mais ses yeux m'ont tout dit. Julien était méthodique. Il était patient. Il choisissait les personnes qui comptaient le plus pour moi, celles dont les opinions avaient de l'importance, sur qui je comptais pour leur soutien, et il les empoisonnait une par une. Et le pire, c'est qu'il le faisait en portant le masque d'un ex-petit ami préoccupé qui voulait simplement que je aille bien. Il se donnait l'apparence de la victime en prétendant s'inquiéter pour la vraie victime. Il était si bon dans ce rôle que parfois, dans mes moments les plus sombres, je me demandais s'il n'avait pas raison. Peut-être que j'étais la folle. Peut-être que j'avais tout imaginé. J'ai commencé à garder un dossier sur mon téléphone avec des captures d'écran de tout. Les messages originaux que j'avais trouvés sur son téléphone avant qu'il ne puisse les supprimer. Les messages d'amis me demandant si j'allais bien. Les horodatages et les dates de chaque interaction étrange. J'avais besoin de preuves, non seulement pour les autres, mais pour moi-même, car le gaslighting constant commençait à me faire douter de mes propres souvenirs. Ce dossier est devenu ma bouée de sauvetage, un rappel que je ne perdais pas la tête, que les choses dont je me souvenais s'étaient vraiment produites. Mais Julien intensifiait ses actions. 3 semaines après la rupture, je suis rentré du travail pour trouver un bouquet de lys blanc sur le paillasson devant ma porte. Mes fleurs préférées, celles qu'il m'offrait pour notre anniversaire. Il n'y avait ni carte ni mot, rien pour indiquer qui les avait laissés. Quand je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il venait de lui, il a répondu par un simple point d'interrogation, comme s'il ne savait pas de quoi je parlais. Le lendemain matin, j'en ai trouvé un autre au même endroit. Cette fois, j'ai vérifié ma caméra de porte, mais les images ne montraient rien. Juste un Porsche vide sur une image et des fleurs sur la suivante, comme si elles étaient apparues par magie. J'ai vérifié les paramètres et j'ai réalisé que quelqu'un avait supprimé les images à distance.
Julien avait toujours le mot de passe depuis que nous avions installé le système ensemble, et je n'avais jamais pensé à le changer. Cette réalisation m'a plongé dans une peur que je n'avais jamais connue auparavant. S'il pouvait accéder à ma caméra de porte, à quoi d'autre pouvait-il accéder? J'ai passé tout ce samedi à changer chaque mot de passe auquel je pouvais penser, email, compte bancaire, service de streaming, le thermostat intelligent, même le routeur Wi-Fi. Mes doigts tremblaient tellement que je faisais sans cesse des fautes de frappe et devais recommencer. J'ai appelé mon fournisseur de téléphone et lui ai demandé de vérifier s'il y avait des appareils inconnus liés à mon compte. Il y en avait deux. L'un était une ancienne tablette que j'avais oubliée. L'autre était un téléphone que je n'avais jamais vu, ajouté à mon compte 3 mois plus tôt, alors que Julien et moi étions encore ensemble. La voix de la représentante était calme et professionnelle alors qu'elle m'aidait à le supprimer, mais je pouvais à peine l'entendre par-dessus le bruit de mon propre cœur battant dans mes oreilles. Il m'avait surveillé pendant des mois, peut-être plus longtemps. Il avait suivi mes déplacements, lu mes messages, écouté mes appels, chaque conversation privée que je croyais avoir en confiance avec ma mère, avec mes amis, avec mon thérapeute, il y avait eu accès. C'est comme ça qu'il savait exactement qui contacter, exactement quoi dire, exactement quel bouton appuyer pour faire douter les gens de moi. J'avais vécu dans sa surveillance tout ce temps, comme un insecte piégé sous une cloche de verre, pensant que j'étais libre alors qu'il observait chacun de mes mouvements. Je me suis rendu au commissariat le lendemain matin, un dimanche, assise dans cette salle d'attente éclairée par des néons pendant presque 2 heures avant qu'un officier n'appelle enfin mon nom. Son badge indiquait « Officier Hendrik », un homme corpulent aux yeux fatigués qui avait l'air d'avoir entendu 1000 histoires comme la mienne. Je lui ai tout montré. Les captures d'écran, les images de la caméra supprimées, l'appareil non autorisé sur mon compte téléphone, les messages d'amis prouvant que Julien les contactait dans mon dos. Il a écouté, hoché la tête, pris des notes dans un petit carnet à spirale, puis m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire. Julien n'avait fait aucune menace directe. Les fleurs auraient pu venir de n'importe qui. L'accès à un compte partagé n'était pas techniquement illégal s'il avait reçu le mot de passe à un moment donné. Hendrik m'a suggéré de demander une ordonnance restrictive si je me sentais en danger, mais m'a prévenu que sans preuve de menace physique ou de harcèlement, elle ne serait probablement pas accordée. Je suis sorti de ce commissariat en me sentant plus petite que jamais. Le système n'était pas conçu pour protéger des gens comme moi contre des gens comme Julien. Il était conçu pour attendre qu'il se passe quelque chose de terrible, puis peut-être, si j'avais de la chance, faire quelque chose après. La confrontation a eu lieu 4 jours plus tard, un mercredi soir qui a commencé presque paisiblement. Je venais de rentrer du travail et réchauffais de la soupe restante quand on a sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra. J'avais changé tous les mots de passe, installé de nouveaux logiciels, fait tout ce que je pouvais pour bloquer Julien, et je l'ai vu debout sur mon Porsche. Il portait le pull bleu que je lui avais offert pour son anniversaire, celui qu'il savait que j'aimais, et tenait un lys blanc à la main. Tout mon corps s'est raidi. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai regardé à travers la caméra alors qu'il restait là 1 minute, puis 2, puis 5, son expression passant de patiente à agacée, puis à quelque chose de plus sombre, quelque chose que j'avais seulement entrevu quelques fois pendant notre relation. Il s'est penché près de la caméra, assez près pour que je puisse voir les pores sur son nez, et a dit d'une voix si calme qu'elle m'a fait frissonner, « Je sais que tu me regardes, ma chérie. Je sais que tu me regardes toujours. Mais tu devrais savoir que je te regarde aussi. Et je suis bien meilleur à ce jeu que toi. » Puis il a souri, a posé délicatement le lys sur le paillasson et s'est éloigné dans l'obscurité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise sur mon canapé avec toutes les lumières de la maison allumées, un couteau de cuisine sur le coussin à côté de moi, regardant les images de la caméra de porte sur mon téléphone jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Les jours suivants se sont fondus dans un brouillard d'épuisement et de paranoïa. J'ai commencé à prendre des itinéraires différents pour aller au travail, à partir à des heures inhabituelles, à me garer à des endroits différents chaque jour. J'ai dit à Francine que je gérais une situation personnelle et lui ai demandé d'ajuster mon emploi du temps pour que je ne sois jamais seul à la clinique pendant les heures d'ouverture ou de fermeture. Elle a accepté, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Pas une inquiétude pour ma sécurité, mais une inquiétude pour mon état mental, ce qui signifiait que l'histoire de Julien avait déjà pris racine. J'ai arrêté de répondre aux appels de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai arrêté de vérifier ma boîte aux lettres pendant des jours d'affilée parce que j'avais peur de ce que je pourrais y trouver. Ma mère m'a appelé un soir, et la première chose qu'elle a dite a été « Chérie, Julien est passé à la maison aujourd'hui. Il s'inquiète vraiment pour toi. »
J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Il avait conduit 3 heures jusqu'à la maison de ma mère à Saint-Cloud, s'était assis dans son salon, avait bu son café et lui avait raconté Dieu sait quoi à mon sujet. Quand j'ai essayé d'expliquer la vérité, ma propre mère, la femme qui m'avait élevé, qui me connaissait mieux que quiconque, a hésité avant de dire « Ma chérie, peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, un professionnel. Julien a dit que tu avais des épisodes, et je veux juste m'assurer que tu vas bien. » J'ai raccroché. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça, et j'ai immédiatement ressenti une culpabilité malade, mais je ne pouvais pas écouter un mot de plus. Ce vendredi-là, je suis rentré chez moi pour trouver ma porte arrière déverrouillée. Je savais que je l'avais verrouillée. J'avais commencé à vérifier chaque serrure 3 fois avant de partir. Un nouveau rituel né de la peur. Mais quand j'ai tourné la poignée, elle s'est ouverte sans résistance. Rien à l'intérieur ne semblait déranger. Mon ordinateur portable était toujours sur la table de la cuisine où je l'avais laissé. Ma boîte à bijoux était intacte. Mais quelque chose était différent. Quelque chose que je n'ai pas pu identifier tout de suite, une sensation de malaise dans l'air qui m'a fait serrer les poumons. Puis je l'ai vu sur mon oreiller, placé exactement au centre comme un bonbon à l'hôtel, une photographie. C'était une photo de moi en train de dormir, prise de l'intérieur de ma propre chambre. L'angle suggérait que le photographe se tenait juste à côté de mon lit. Je portais le vieux t-shirt de fac dans lequel j'avais dormi 2 nuits plus tôt. Ma bouche était légèrement ouverte. J'avais l'air paisible, complètement inconsciente qu'une personne se tenait au-dessus de moi dans le noir, me regardant assez près pour me toucher. Au dos de la photo, écrit de l'écriture de Julien, il y avait 4 mots, « Tu as l'air si paisible ». Je ne me souviens pas d'avoir appelé la police. Je ne me souviens pas de ce que je leur ai dit. Je me souviens seulement d'être assise sur les marches de ma porte dans le froid, tremblant si fort que mes dents claquaient, attendant les sirènes tandis que la photographie gisait sur le sol à côté de moi comme une chose morte que je ne supportais plus de toucher. Cette fois, ils ont dû me prendre au sérieux. Les officiers qui ont répondu ce soir-là étaient différents de l'officier Hendrik. Une femme nommée Sergent Adler a jeté un coup d'œil à la photographie, à l'écriture au dos, et aux images de la caméra de porte de la semaine précédente, et sa mâchoire s'est serrée d'une manière qui m'a dit qu'elle comprenait exactement ce qu'elle voyait. Elle m'a posé des questions détaillées sur Julien, son nom complet, son adresse, son lieu de travail, son véhicule, ses habitudes. Elle a pris la photographie comme preuve, a relevé les empreintes digitales sur ma porte arrière et a fait venir un serrurier cette même nuit pour changer toutes les serrures de ma maison et installer un verrou supplémentaire sur la porte de ma chambre. Avant de partir, elle m'a donné sa carte et m'a dit de l'appeler directement si quoi que ce soit d'autre se produisait, jour ou nuit. Les hommes comme lui, a-t-elle dit, debout sur mon porche, la main posée sur sa ceinture, ils ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Ils s'arrêtent quand les conséquences deviennent réelles pour eux, ou ils ne s'arrêtent pas du tout. Nous allons nous assurer que les conséquences deviennent très réelles. L'ordonnance restrictive a été déposée le lendemain matin, et cette fois, elle a été accordée. Julien a été signifié à son lieu de travail devant ses collègues, ce que j'ai appris plus tard était intentionnel de la part du sergent Adler. Elle voulait fissurer son image parfaite, laisser les gens voir que le charmant ex-petit ami préoccupé était en réalité sous une ordonnance du tribunal l'obligeant à rester éloigné de la femme dont il prétendait s'inquiéter. Pendant un moment, cela a fonctionné. Julien a gardé ses distances, du moins physiquement. Les fleurs ont cessé d'apparaître. Ma porte arrière est restée verrouillée, mais les dégâts à ma réputation avaient déjà été faits, et j'ai passé les mois suivants à essayer de reconstruire des relations qui avaient été empoisonnées par ces mensonges. Certaines personnes sont revenues une fois qu'elles ont entendu parler de l'ordonnance restrictive, une fois qu'elles ont réalisé que la situation était suffisamment sérieuse pour que les tribunaux s'en mêlent. 3 a appelé pour s'excuser, l'air sincèrement bouleversé. Ma mère a fait le trajet depuis Saint-Cloud et est restée avec moi pendant 3 jours, pleurant et me tenant la main en disant qu'elle était désolée de ne pas m'avoir cru, mais d'autres ne sont jamais revenus. Janine a été mutée dans une autre clinique sans jamais me reparler. Ma cousine Élise m'a envoyé un long message disant qu'elle ne voulait pas prendre parti et pensait qu'il était préférable que nous fassions une pause dans notre amitié. J'ai appris quelque chose d'important pendant cette période. Vous pouvez dire la vérité aux gens. Vous pouvez leur montrer des preuves. Vous pouvez avoir la loi de votre côté. Et certains choisiront toujours de croire la version de la réalité qui est plus facile à accepter pour eux. Julien avait semé des graines de doute si profondes que même des preuves ne pouvaient pas les déraciner. Je vis toujours à Minneapolis, je travaille toujours dans la même clinique, je marche toujours dans les mêmes rues que celles que je parcourais quand j'étais avec lui.
Mais je ne suis plus la même personne qu'avant. Je vérifie mes serrures de manière obsessionnelle. Je garde du gaz poivré dans mon sac et une batte de baseball à côté de mon lit. Je regarde par-dessus mon épaule quand je marche vers ma voiture la nuit. Et parfois, quand la lumière frappe le visage d'un inconnu d'une certaine manière, mon cœur bat encore comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. Julian a déménagé dans un autre état 8 mois après le dépôt de l'ordonnance restrictive. Je le sais parce que le sergent Adler m'appelle tous les quelques mois pour me donner des nouvelles, une gentillesse à laquelle je ne m'attendais pas de la part du système qui m'avait initialement échoué. Mais même avec lui parti, même avec un état entier entre nous, je n'arrive pas à me débarrasser de la sensation qu'il me regarde encore. Qu'il est quelque part là-bas, attendant que l'ordonnance restrictive expire, attendant que je baisse ma garde, attendant sa prochaine opportunité de me rappeler qu'il est bien meilleur à ce jeu que moi. J'espère ne jamais découvrir si cette sensation est fondée. Parfois, je me surprends encore à vérifier les serrures 2 fois avant de me coucher, même si Wa a déménagé il y a plus d'1 an. De vieilles habitudes, je suppose. Nous avons été ensemble pendant presque 2 ans, vivant dans un petit appartement à Louisville, dans le Kentucky. Le genre d'endroit avec des murs si fins que vous pouviez entendre vos voisins se disputer pour savoir à qui c'était le tour de sortir les poubelles. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un barbecue. Rien de spécial, juste des hamburgers et de la bière bon marché dans le jardin de quelqu'un. Il était drôle, charmant, avait cette façon de vous écouter comme si chaque mot comptait. Au moment de la réunion de ma promotion de 2012, nous partagions déjà un bail et parlions d'adopter un chien. Mes anciens camarades de classe ne cessaient de me dire à quel point j'avais l'air heureuse, à quel point j'avais de la chance de trouver quelqu'un comme lui. Et pendant un moment, je les ai crus. Je travaille comme infirmière dans un hôpital local. Des quarts de travail longs qui voulaient s'épuiser. Et à l'époque, rentrer chez moi vers Wa me semblait un soulagement. Il avait le dîner prêt, me demandait comment s'était passée ma journée, me faisait rire après 12 heures passées à gérer des patients difficiles. Cette version de lui me semble maintenant un étranger. La première fois qu'il m'a fait peur, c'était pour quelque chose de stupide. La vaisselle dans l'évier. Il l'avait laissée s'accumuler pendant 3 jours, et j'ai fait une remarque en rentrant du travail. Rien de méchant, juste fatigué, du genre « et, tu peux t'en occuper demain ». Il s'est retourné si vite que j'ai reculé sans réfléchir. Tout son visage a changé, la mâchoire serrée, les yeux durs, et il a frappé le comptoir de la cuisine avec son poing. Le stratifié s'est fendu en 2. Ce craquement sec. Je peux encore l'entendre si j'y pense trop longtemps. Nous sommes restés là, silencieux, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il s'est excusé, a dit que le travail avait été stressant, a dit que cela ne se reproduirait plus. Je voulais le croire, alors je l'ai fait. C'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un. On se dit que c'était une fois. On range ça au fond de son esprit et on avance. Mais ces choses-là, elles ne restent pas rangées. Elles attendent. Après cette nuit-là, les choses ont été bonnes pendant quelques mois. Wa a commencé à voir un thérapeute, a dit qu'il voulait travailler sur ses problèmes de colère, et j'ai pensé que nous avions tourné une page. Il m'a offert des fleurs, a planifié des week-ends, a fait toutes les choses qui m'avaient fait tomber amoureuse de lui au début. Je me suis convaincu que l'incident du comptoir était un événement isolé, un bug dans une relation par ailleurs saine. Mais ensuite, il y a eu le moment où il a fait un trou dans le mur de la chambre parce que j'avais oublié de lui envoyer un message en arrivant au travail. Et le moment où il a jeté son téléphone à travers la pièce si fort qu'il s'est brisé contre le réfrigérateur parce que son patron l'avait critiqué lors d'une réunion. Chaque fois, il s'excusait. Chaque fois, il promettait de faire mieux. Et chaque fois, je remarquais que les explosions se rapprochaient, que les déclencheurs devenaient plus petits. J'ai commencé à surveiller mon propre comportement, à choisir mes mots avec soin, à marcher sur des œufs autour de certains sujets. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'étais en train de me réduire pour m'adapter aux espaces que sa colère laissait derrière elle. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre samedi. Nous avons dormi, préparé le petit déjeuner ensemble, regardé un documentaire sur les créatures des grands fonds que Wa voulait voir. Vers midi, il a dit qu'il voulait parler de quelque chose d'important. Sa voix était calme, presque trop calme, et il m'a demandé de m'asseoir sur le canapé. Je me souviens avoir pensé qu'il allait me demander en mariage, que toute la thérapie avait fonctionné, et qu'il était prêt pour l'étape suivante. Au lieu de cela, il m'a dit que son thérapeute l'avait aidé à identifier quelque chose chez lui.
Il a dit qu'il avait des pensées violentes, des pensées intrusives qui lui venaient lors de moments où il se sentait submergé ou contrarié. Il les a décrites comme des éclairs, des images qui apparaissaient dans son esprit sans avertissement. Il a dit que parfois, quand nous nous disputions, il s'imaginait me faire du mal, m'étrangler, me frapper. Il a dit que ces images étaient si vivides qu'il pouvait presque sentir ses mains le faire. Je suis resté assis sur ce canapé, nos assiettes du petit déjeuner toujours dans l'évier. La télévision était en pause sur une image de quelques poissons bioluminescents, et je ne savais pas quoi dire. Il a continué à parler, comblant le silence que je ne pouvais pas combler. Il a dit que son thérapeute lui avait dit que c'était des pensées intrusives, que beaucoup de gens en avaient, que cela ne signifiait pas qu'il agirait un jour dessus. Il a dit que le fait qu'il soit perturbé par ces images était en réalité un bon signe. La preuve qu'il n'était pas une personne violente au fond. Il a tendu la main vers la mienne en parlant, et je l'ai laissé faire. Mais mes doigts se sentaient engourdis, déconnectés du reste de mon corps. Pendant tout le temps où il parlait, je ne cessais de penser à tous ces moments où son visage changeait pendant les disputes, où ses yeux devenaient sombres et vides pendant une seconde avant qu'il ne se reprenne. Je pensais toujours qu'il était juste en colère. Maintenant, je savais ce qu'il voyait à ces moments-là. Il voyait ses mains autour de ma gorge. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Wa s'est endormi facilement, comme il le faisait toujours, comme si avouer quelque chose d'aussi lourd avait soulevé un poids de ses épaules. Je suis resté là, à côté de lui dans le noir, à l'écouter respirer, et je n'ai pas pu empêcher mon esprit de s'emballer. Chaque fois qu'il bougeait dans son sommeil, je sursautais. Chaque fois que son bras frôlait le mien, je me crispais. Je ne cessais de repasser ces mots, essayant de me convaincre qu'il avait raison, que les pensées intrusives étaient normales, que le fait de les avoir ne le rendait pas dangereux. Mais ensuite, j'ai pensé au comptoir fissuré, au trou dans le mur, au téléphone brisé. Ce n'étaient pas des pensées, c'étaient des actions. Et la ligne entre penser à la violence et commettre la violence semblait soudainement très fine, presque invisible. Je me suis levé vers 4 heures du matin, suis allé dans la cuisine et suis resté là dans le noir, regardant la fissure dans le stratifié que nous n'avions jamais réparé. J'ai passé mon doigt le long du bord rugueux où son poing avait atterri, et je me suis demandé combien de fois il avait imaginé faire cela à mon visage à la place. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai essayé d'agir normalement, de faire semblant que sa confession n'avait pas tout changé entre nous, mais c'était le cas. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. La façon dont il serrait les dents quand je disais quelque chose qu'il n'aimait pas. La façon dont ses mains se transformaient en poings pendant les petits désaccords, même quand sa voix restait calme. La façon dont il me fixait parfois, juste me fixait avec cette expression vide que je pensais autrefois signifier qu'il était perdu dans ses pensées. Maintenant, je me demandais dans quelle pensée il était perdu. J'ai appelé ma sœur un après-midi pendant que Wa était au travail, et j'ai essayé de lui expliquer ce qu'il m'avait dit sans que cela paraisse trop alarmant. Elle est restée silencieuse pendant longtemps après que j'ai terminé. Puis elle m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Elle m'a demandé si je me sentais en sécurité. Je lui ai dit oui parce que c'était ce que je devais dire, mais le mot avait un goût de mensonge dans ma bouche. La vérité, c'est que je ne savais plus. La vérité, c'est que j'avais commencé à cacher les couteaux de cuisine dans un tiroir différent, un qu'il ne penserait pas à vérifier. Un mois après sa confession, nous avons eu une dispute à propos d'argent. Quelque chose de petit, une facture de carte de crédit plus élevée que prévu. Wa était déjà de mauvaise humeur à cause de quelque chose qui s'était passé au travail. Et mon commentaire sur la facture l'a mis en colère. Il ne m'a pas frappé. Il n'a même pas élevé la voix au début, mais il m'a coincé dans un coin du salon. Littéralement, physiquement, il m'a poussé dans un coin avec son corps et s'est tenu là, respirant fort, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir le café sur son haleine, voir la veine palpiter dans son cou. Il n'a rien dit pendant ce qui m'a semblé une minute entière. Il est juste resté là, bloquant mon passage, ses poings serrés sur les côtés. Et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue qu'il voyait une de ces images. Il se voyait me faire du mal. Je pouvais le dire à la façon dont ses yeux scintillaient, à la façon dont tout son corps semblait vibrer de quelque chose qu'il essayait de retenir. Puis il s'est écarté, est allé dans la chambre et a fermé la porte. Je suis resté dans ce coin pendant 10 minutes, le dos contre le mur, trop effrayé pour bouger. J'ai commencé à faire un plan après cette nuit-là. Rien de dramatique, juste de petites choses. J'ai ouvert un compte bancaire séparé et commencé à y mettre un peu d'argent chaque semaine.
J'ai fait des copies de mes documents importants et les ai laissés chez ma sœur. J'ai commencé à garder mes clés de voiture dans ma poche au lieu de les accrocher près de la porte. Wa a remarqué que quelque chose était différent. Je pouvais le dire, mais il n'a rien dit directement. Au lieu de cela, il est devenu plus doux, plus attentionné, comme s'il essayait de se racheter pour quelque chose qu'il n'avait pas techniquement fait. Il m'a offert des fleurs, a cuisiné mes plats préférés, m'a dit qu'il m'aimait plus souvent que d'habitude. Une partie de moi voulait croire qu'il essayait, que la thérapie fonctionnait, que nous pouvions encore faire marcher les choses. Mais une autre partie de moi, celle qui était restée dans ce coin à regarder ses poings se serrer et se desserrer, savait mieux. J'ai lu des articles en ligne sur les pensées intrusives, essayant de comprendre ce qu'ils traversaient. L'article disait que ces pensées étaient courantes, que la plupart des gens qui en avaient ne les mettaient jamais en pratique, qu'elles étaient plus dérangeantes pour la personne qui les avait que pour quiconque. Mais ces articles n'étaient pas écrits à propos de personnes qui avaient déjà fait des trous dans les murs. Ils n'étaient pas écrits à propos de personnes qui coinçaient leur partenaire dans des coins et restaient là, vibrant de rage à peine contenue. Le jour où je suis enfin parti a commencé comme n'importe quel autre matin. Nous avons pris le café ensemble, parlé de choses sans importance, et il m'a embrassé avant de partir au travail. J'ai attendu que sa voiture tourne au coin de notre rue. Puis j'ai bougé plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie. J'avais déjà fait une valise et l'avais cachée dans le coffre de ma voiture 2 jours plus tôt. J'ai attrapé mon ordinateur portable, le dossier avec mes documents et la petite boîte où je gardais les bijoux que ma grand-mère m'avait laissés. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement, au comptoir fissuré et au trou réparé dans le mur de la chambre et au canapé où il m'avait parlé des images dans sa tête. Puis je suis sorti et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit jusqu'à chez ma sœur, à 3 heures de route, vérifiant mon rétroviseur tout le temps, m'attendant à moitié à voir sa voiture me suivre. Il m'a appelé 17 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Je lui ai envoyé un message ce soir-là, lui disant que c'était fini, lui disant de ne plus me contacter. Il a répondu par un mur de texte, des excuses et des promesses et des accusations toutes mélangées, se terminant par une phrase qui me tient encore éveillé la nuit. Il a écrit qu'il n'avait jamais été aussi proche de passer à l'acte qu'à ce moment-là. J'ai bloqué son numéro après ce message. Je l'ai bloqué sur chaque plateforme de réseau social à laquelle je pouvais penser et j'ai dit à ma sœur de ne dire à personne où je séjournais. Pendant des semaines, j'ai sursauté chaque fois que mon téléphone vibrait. Chaque fois qu'une voiture passait lentement devant la maison, chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, ma sœur a installé des serrures supplémentaires et a acheté une caméra de sécurité pour le Porsche. J'ai demandé une ordonnance restrictive, qui a été accordée après avoir montré au juge le message texte qu'il m'avait envoyé. Le juge l'a lu 2 fois, m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a demandé si j'avais un endroit sûr où rester. Je lui ai dit que oui. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je me réveillais encore parfois en pleine nuit, le cœur battant, certaine d'avoir entendu ses pas dans le couloir. Je ne lui ai pas dit que j'avais commencé à dormir avec une batte de baseball à côté de mon lit ou que je sursautais chaque fois qu'un homme élevait la voix en public. Certaines choses, on ne les dit pas à voix haute parce que les dire les rend trop réelles. On les porte simplement avec soi. Comme des pierres dans ses poches, et on espère qu'un jour, elles deviendront plus légères. Cela fait 14 mois que je suis parti. Wa a essayé de me contacter quelques fois par l'intermédiaire d'amis communs, mais ils lui ont tous dit de me laisser tranquille. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait déménagé dans un autre état, quelque part à l'ouest, et avait commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Je pense à elle parfois, cette femme que je n'ai jamais rencontrée. Et je me demande s'il lui a dit ce qu'il m'a dit. Je me demande si elle remarque la façon dont ses yeux deviennent vides pendant les disputes. Si elle a commencé à cacher des choses sans savoir pourquoi. Si elle reste éveillée la nuit à se demander où se situe la ligne entre une pensée et une action. J'espère qu'elle est en sécurité. J'espère qu'il n'est vraiment qu'une personne avec des pensées intrusives qui n'agirait jamais dessus. Mais je sais aussi ce que j'ai ressenti dans ce coin, pressé contre le mur, le regardant lutter contre quelque chose en lui. Je sais ce que j'ai lu dans ce dernier message texte. Et je sais que je suis parti juste à temps. Certaines personnes pourraient dire que j'ai surréagi, que j'aurais dû lui donner plus de chance, que quitter quelqu'un à cause de pensées qu'il ne peut pas contrôler est cruel. Mais ces personnes n'ont jamais ressenti ce que j'ai ressenti. Elles n'ont jamais eu à choisir entre l'empathie et la survie. J'ai choisi la survie. Et je referai le même choix.